Donc, pourquoi étudier les Grundrisse? Pourquoi étudier ces cahiers de 57-58? Bon, eh bien, à cause du caractère particulier de ce texte. Premièrement, on peut remarquer à la suite d'Henrique Dussel. Henrique Dussel, dont je vous reparlerai peut-être dans le cours de la conférence, c'est ici l'auteur d'un des deux commentaires de langue française, traduits en langue française, des Grundrisse. Le sien s'intitule « La production théorique de Marx » chez l'Harmattan. Vous savez que l'autre est celui de Négri, également chez l'Harmattan, Marx au-delà de Marx. Comme le dit Dussel, on peut considérer les Grundrisse comme la première élaboration fondamentale de la doctrine économique de Marx. On va y trouver les thématiques majeures de la valeur et de la survaleur et la définition du capital comme procès social. Mais, deuxième caractère, néanmoins, et pour reprendre une remarque de Jacques Bidet qui vient d'être citée, la dimension philosophique, entre guillemets, demeure dans les Grundrisse avec toute sa force. Je cite, « Dans les Grundrisse, le concept de travail vivant se trouve traité dans le contexte de la forme spécifiquement capitaliste de société, selon sa dimension philosophique. Le thème de l'aliénation, considéré dans le moment du capital, se trouve développé dans toute sa force. » Cela vient d'un texte inachevé de 2005 de Bidet que vous trouverez sur son site. On ne peut pas ne pas penser au dernier ouvrage de Lucien Sèvres, Aliénation et émancipation, paru à la Dispute en 2012, où Lucien Sèvres ajoute 82 textes, dit-il, extraits du Capital sur l'aliénation, c'est le sous-titre, et parmi ces 82 textes du Capital se trouvent 29 textes des Grundrisse. Bon. Un caractère essentiel des Grundrisse est donc que les thématiques philosophiques, entre guillemets, antérieures, relevant de l'aliénation et de l'idéologie, sont entremêlées à l'économique, tellement entremêlés à l'économique que l'économique et le philosophique s'éclairent l'un l'autre comme nulle part ailleurs dans l'œuvre. Je dirais que cet éclairage réciproque est probablement ce dans quoi on peut trouver la spécificité de la philosophie de Marx, et cette fois-ci philosophie sans guillemets. Je vais tenter d'illustrer ce double caractère en deux principaux axes, en soulignant à chaque fois leur dimension idéologique. Il s'agit d'abord de la définition progressive du capital comme procès social, définition qui se construit à partir des premières analyses de la circulation, à comprendre comme circulation de la valeur d'échange, dans le premier chapitre, sur l'argent. Il s'agit ensuite, deuxième axe, de l'échange capitaliste, de l'achat-vente de la force de travail, comme permettant l'extorsion de la plus-value et fondant donc la valorisation qui définit le capital. Je tâcherai à chaque fois de montrer comment les Grundrisse attachent l'idéologie à ces pratiques sociales fondamentales de la société capitaliste. Du coup, je parlerai peu... Ah, je suis trop près maintenant. Du coup, je parlerai peu de l'introduction des Grundrisse, introduction qui a connu un grand succès lorsqu'Althusser s'y est intéressé. S'intéresser à l'introduction moins pour les Robinsonades du XVIIIe siècle dont elle parle au début, pas tout à fait pour sa page finale, la page finale de l'introduction sur l'œuvre d'art, mais Althusser développait surtout son troisième point, la méthode de l'économie politique, point dans lequel Marx souligne la valeur scientifique des catégories abstraites, apparu tardivement dans le développement historique. Marx il dissocie donc l'ordre logique et l'ordre historique, ce que l'on synthétise habituellement par la citation sur l'anatomie de l'homme, clé de l'anatomie du singe, Grundrisse 62. Je me référerai toujours à la nouvelle réédition, à la nouvelle édition en un tome. Voilà. Alors je ne reprendrai pas ces points, mais je veux juste remarquer, dans mon introduction à moi, remarquer que l'on peut rapporter le propos méthodologique du troisième point de l'introduction à l'individualité dont parle le début de l'introduction, avec ses Robinsonades. L'individualité, vous savez qu'elle apparaît avec la société bourgeoise et qu'elle sera un des marqueurs de
l'émancipation humaine, une des catégories qui sera à développer dans l'histoire des sociétés humaines. Ce développement signifie certes autre chose que la libre concurrence, mais il prend pourtant bien sa source dans la société bourgeoise elle-même et dans la forme de l'individualité concurrentielle qui lui est propre. Ça me donnera l'occasion d'aborder en conclusion une sorte de troisième thème, la question de l'émancipation individuelle, en tant que liée à la transformation sociale, point essentiel qui lui aussi apparaît, ou est explicité du moins, dans les Grundrisse. Premier point, donc, la circulation et la définition du capital. Alors, je reviens là, rapidement, vers la majeure partie de l'introduction dont je n'ai pas encore parlé, celle qui se consacre à présenter les 4 catégories de la production, distribution, échange, échange et circulation. L'échange marchand passe par la circulation de la valeur d'échange. Production, distribution, échange et consommation. L'introduction les présente d'abord dans leur ordre apparent, distribution, échange et consommation. Et l'introduction renvoie ensuite ces catégories l'une vers l'autre, pour montrer que la production produit tout aussi bien la consommation, vous finissez par consommer ce qu'on vous propose, ou que la distribution est d'abord celle des forces productives et des moyens de production, avant d'être celle des produits. Marx met donc en mouvement ces catégories, et il les met en mouvement pour constituer l'analyse du mode de production capitaliste, lui-même conçu comme mouvement total. Comme mouvement total, c'est-à-dire comme procès social, constitutif d'une époque déterminée de l'évolution des sociétés humaines. Je rappelle que le terme de procès désigne une catégorie fondamentale de la pensée de Marx. Marx le définit dans une note du livre 1 du Capital. Le terme de procès défini alors comme un développement considéré dans l'ensemble de ses conditions réelles, note du chapitre 5 dans le texte allemand et la traduction de Jean-Pierre Lefebvre ou du chapitre 7 dans la traduction de Joseph Roy. Le terme de procès, donc, rassemble à lui seul l'idée de mouvement et de totalité, et la totalité en question, c'est celle de la formation sociale qu'il s'agit d'étudier. Le concept de procès est là un instrument d'analyse des sociétés humaines. Les définitions du capital comme procès social s'élaborent avec l'approche du procès social comme tel à partir de la catégorie de la circulation. D'abord, simplement petite circulation, paiement du salaire à l'ouvrier. Elle est aussi circulation de la valeur d'échange en général et de l'argent et de la marchandise. Marx parlera plus tard, au livre 2 du Capital, première section, chapitre 1, point 4, des stades de la circulation, au pluriel, en désignant capital argent et capital marchandise et en distinguant ces stades de la circulation du stade de la production. Voilà. En tant que circulation de la valeur d'échange, la circulation va constituer et rassembler les notions de société et de capitalisme, nous expliquer comment le capitalisme prétend faire société. La circulation de l'argent comme valeur exprime ainsi la connexion sociale. Je rappelle ce passage bien connu où je vais souligner cette connexion, Grundrisse 114. Le pouvoir que tout individu exerce sur les activités des autres existe tant qu'il possède de l'argent. Son pouvoir social, tout comme sa connexion avec la société, il les porte sur lui, dans sa poche. Ça ne sera donc pas la moindre des contradictions de constater bientôt que le mode de production capitaliste repose sur l'absolue pauvreté, dénuement ou dépouillement des travailleurs productifs. Il faut ajouter que la circulation de l'argent, de la valeur, exprime la connexion sociale dans une société où tout est fait pour être vendu, dans une société où tout est marchandise, et où la société tout entière est structurée pour accomplir l'acte marchand de vente et d'achat. C'est la fameuse structure marchande qu'expose Lukács au début de la réification et de la conscience du prolétariat. La structure marchande qui structure la totalité de la société et la constitue comme telle. Lukács définit la structure marchande, la Warenstruktur, en expliquant comment l'échange marchand de la production capitaliste et, dit-il, ses conséquences structurelles sont capables d'influencer toute la vie, extérieure comme intérieure, de la société. Fin de citation de Lukács.
C'est parce que les individus ne produisent plus que pour la société et dans la société qu'il faut donner au produit la forme d'une valeur d'échange et le transformer en argent. Grundrisse 116. La structure marchande donne un rôle primordial à la valeur d'échange. Je cite Grundrisse 214. L'existence de la valeur dans toute sa pureté et son universalité suppose un mode de production dans lequel le produit pris individuellement a perdu sa qualité de produit pour le producteur en général, et plus encore pour le travailleur pris individuellement, et dans lequel il n'est rien s'il ne se réalise dans la circulation. La circulation est donc une catégorie fondamentale. Circulation de la valeur d'échange, à comprendre circulation de la valeur d'échange, quand la valeur d'échange résume, comme je viens de le dire, ce qu'est la valeur. Comme l'expliquent les Grundrisse en 214, par exemple, à l'époque de la féodalité, et donc avant la société bourgeoise, la valeur d'échange jouait un rôle bien moindre. C'est la propriété foncière qui primait. Dans la circulation et dans son opération de connexion sociale, disons, se trouve un dépassement effectif de la singularité de l'individu et de son produit. Il y a un texte essentiel qui est un des deux textes, c'est le premier, page 157, un des deux textes qu'on vous a distribués, où Marx nous expose ce dépassement, commence par nous exposer le schéma logique, sur un ton un peu hegelien, commence par nous exposer le schéma logique de ce dépassement, comme s'il voulait en confirmer la possibilité. On part de la production comme l'acte de l'individu singulier, et par le devenir social de son produit, on s'élève vers l'universel par l'échange interindividuel. L'aliénation, ici l'aliénation comme vente ou achat, le sens premier, comme dit Rousseau dans le chapitre 4 du livre 1 du contrat social, aliéner c'est donner ou vendre. Aliénation a aussi le sens des manuscrits de 44, mais pas toujours, plus toujours, et pas là. Ici, le renvoi aliénation-appropriation, formulé comme loi générale, vers les lignes 7-8. Le premier, 157. La circulation. L'aliénation comme loi générale devient l'aspect universel des actes individuels, la raison essentielle des actes de chacun. Comme le dit Marx, par ailleurs, en 293, les médiations prennent de l'importance. La médiation par excellence, ça va être donc celle de l'argent. Bon. Les rapports interindividuels peuvent donc s'exprimer en termes d'échange, c'est-à-dire ici circulation. Toutefois, le même texte précise que ce dépassement effectif de l'individu vers l'universel, la vie universelle de l'individu, on a encore les résonances feuerbachiennes derrière, la vie universelle de l'individu, qui est devenue possible avec la société marchande, elle est ici apparition, entre guillemets, vous savez, c'est le phénomène, l'Erscheinung, apparition du procès social, procès au sens technique de mouvement et totalité, apparition du procès social qui repose sur des actes individuels. Mais cette apparition, elle n'apparaît pas comme provenant des individus. Elle n'apparaît pas, il faudrait dire, elle paraît ne pas. Elle paraît ne pas provenir des individus. Là, on est passé de l'Erscheinung au Schein, à la semblance, à l'apparence en ce qu'elle est trompeuse. Cette apparition du procès social reposant sur des actes individuels n'apparaît pas au sens où elle paraît ne pas provenir des individus, mais se situant simplement en phase 2. Donc, Marx joue ici, comme souvent dans les Grundrisse, sur l'ambiguïté de cet apparaître, qui peut tout à la fois relever de la logique hegelienne de l'essence, où les déterminations de l'essence et du phénomène sont relatives et distinctes l'une de l'autre. Puis, par cette distinction même,
on peut avoir l'illusion que l'apparence est indépendante de l'essence, que l'apparence, le phénomène est indépendant de l'essence. Et là, on passe de l'Erscheinung au Schein, à quelque chose qui paraît autonome, indépendant. Ici, le procès social, l'universel, provient des actes individuels qui en constituent l'essence, mais il n'apparaît pas comme tel, il paraît indépendant d'eux. Comme le dit Marx en 217, la circulation est le phénomène d'un procès qui se déroule derrière elle. Voilà. Autrement dit, elle se déroule derrière elle, elle peut ne pas le voir et elle peut donc le dissimuler. Alors, les individus agents ne sont pas les sujets de ce procès, n'apparaissent plus comme sujets de ce procès. Leur conscience et leur volonté en restent à des visées individuelles, même si elles produisent au-dessus d'elles un tout social, les lois du marché, lois qui vont apparaître comme indépendantes. Voilà. Marx dit dans ce texte que cette puissance sociale, elle apparaît comme la totalité du produit social. Et cette puissance sociale qui apparaît comme totalité du produit social, c'est un produit historique. Donc ici, une partie passe pour le tout. Cela est en soi contradictoire parce que le tout ne peut pas être en face des parties. Et l'histoire de la société capitaliste va être à la fois l'explication de cette contradiction et la possibilité de son dépassement. L'explication de cette contradiction, par exemple, via l'accumulation primitive sur laquelle je reviens plus tard. Grundrisse 116, la nécessité de donner au produit la forme d'une valeur d'échange et de le transformer en argent, prouve d'abord que les individus ne produisent plus que pour la société dans la société, on le sait, et ensuite, explication de ce passage de l'Erscheinung au Schein, explication de l'apparence trompeuse des lois du marché, qui passe pour la totalité du procès social. Si ça paraît comme ça, c'est parce que cette production individuelle, dit Marx, en 116 et ici à la fin du texte en 157, la production individuelle n'est pas immédiatement sociale, parce qu'elle n'est pas le fruit d'une association qui répartit le travail en son sein. Le dépassement de cette contradiction est donc envisagé à la fin de ce texte, c'est pour ça qu'il est assez important. Il présente le schéma logique de la compréhension, la mécompréhension et l'ébauche de son explication. Et il se conclut sur la figure d'un individu social libre, membre d'une communauté d'hommes libres, qui déciderait de la production et de sa valeur. Alors, les rapports sociaux n'apparaîtraient plus comme des lois naturelles intangibles. D'après Dussel, Marx a toujours en tête dans les Grundrisse cette communauté d'hommes libres, c'est-à-dire que les relations communautaires ou les rapports sociaux soient elles-mêmes soumises à un contrôle communautaire, ce qui n'est pas le cas dans cette modalité du mode de production capitaliste. La réappropriation par les individus de leurs produits s'inscrit donc dans les possibilités ouvertes par le déroulement historique. À partir de la concurrence capitaliste qui révèle l'individualité, et ça on le sait depuis l'idéologie allemande, mais qui la concurrence capitaliste révèle l'individualité en la coupant de ce qui lui permettrait de se développer, l'émancipation de l'individu, elle ne peut pas s'effectuer par un retour en arrière, par un retour à l'artisanat, par exemple, mais elle doit être envisagée comme institution d'une communauté décidant librement de la production et de sa valeur. Deuxième volet de cette étude de la circulation. Sa dimension idéologique. Là, on va retrouver le terme d'aliénation, au sens connu depuis Feuerbach. Effectivement, en un sens, les individus sont dépossédés du produit de leurs actes. On ne le reconnaît plus comme tel, le tout social s'est déplacé en face de moi, je subis les lois du marché comme des lois naturelles. En un sens, ce produit est devenu autre et appartient à un autre. Mais cette consonance
qui évoque plutôt les manuscrits de 1944, cette consonance qui explicite le sens idéologique de l'aliénation, elle est attachée à un registre psychologique qui rappelle la thématique de la conscience de soi de Feuerbach ou des jeunes hegéliens. Voilà. Or, précisément, ici, je pense qu'il faudrait peut-être moins parler d'aliénation que de ce dont il est vraiment question, c'est-à-dire d'un face-à-face du sujet et de son produit, d'un face-à-face dans lequel le sujet ne reconnaît pas son produit comme le sien, comme quelque chose qu'il a fait, quelque chose qu'il peut transformer. Ce face-à-face, il est moins défini historiquement comme étant aliénation que comme étant plus précisément réification. La réification, elle est présente dans le texte des Grundrisse comme Versaglichung et pas Verdinglichung comme chez Lukács. Elle est présente comme Versaglichung en 118 par exemple, ou en 201. Mais cette Versaglichung, cette chosification, donc, elle ne signifie pas que l'ouvrier devient une chose, ni même qu'il devient une marchandise, mais elle signifie donc que les rapports sociaux, l'ensemble des actes individuels, donc, comme rapports sociaux, en tant qu'ils se rapportent les uns aux autres, sont perçus comme des choses. Voilà. Alors, le mouvement des choses paraît appartenir aux choses elles-mêmes. Les choses paraissent prendre vie toutes seules. C'est la fameuse ronde des choses du livre 3 du Capital, Monsieur le Capital et Madame la Terre. Madame la Terre parce qu'il est alors question de la rente foncière. Le monde enchanté et inversé, livre 3 du Capital, chapitre 48, fin. Monsieur le Capital et Madame la Terre, à la fois caractères sociaux mais en même temps de simples choses, dansent leur ronde fantastique. C'est la même réification qu'on constate aujourd'hui, lorsque les gens entendent les chiffres de l'économie comme ils écoutent un bulletin de météorologie. Oh, il fait mauvais encore, bon, ça va passer. Voilà. Bon. On ne peut pas ne pas penser au statut des crises, et dans le Capital, et dans le texte de Lukács sur la réification. Et bien évidemment, le fait que Lukács ait pu, en 1923, reconstruire toute la structure marchande et sa réification sans pouvoir connaître les manuscrits de 1957, c'est tout à fait remarquable. Voilà. Dernier point, cette ronde des choses, elle n'en constitue pas moins un moment essentiel, une des deux phases du rapport entre les actes individuels et leurs produits. L'apparence ici, ce n'est pas le mouvement lui-même, mais l'indépendance de ce mouvement, l'apparence comme l'apparence trompeuse, le shine, ce n'est pas le mouvement lui-même, mais l'indépendance de ce mouvement par rapport aux actes individuels. Et c'est ce mouvement qui va définir le capital. C'est à partir de la circulation que le capital apparaît comme procès social, comme constitution de la structure marchande. Ainsi, Marx commence par compléter Ricardo, qui n'aurait aperçu que la matière du capital, en le définissant comme du travail amassé, Grundrisse 219, sans voir que l'essentiel est dans le mouvement et non dans la chose, qu'il s'agit non pas seulement d'une valeur constituée, mais d'une création de valeur, Grundrisse 214. Le capital sera alors défini comme la valeur d'échange qui se conserve et se perpétue dans la circulation et par la circulation, Grundrisse 224. Mais pour cela, il doit être, d'une manière ou d'une autre, réinvesti dans le procès de production où il réalise sa valeur. Il sera encore défini comme tel dans la première section du livre 2 du Capital, chapitre 4, comme valeur qui se met en valeur. Le capital étant de la valeur qui se met en valeur n'implique pas seulement des rapports de classe ou un caractère social déterminé reposant sur l'existence du travail comme travail salarié. C'est un mouvement, un procès cyclique qui, traversant différents stades et qui lui-même implique à son tour trois formes différentes du procès cyclique. Marchandise, argent, production. On reconnaît là les trois cycles, les trois stades dont je parlais tout à l'heure. Marchandise et argent étant les deux stades de la circulation. C'est pourquoi on ne peut le comprendre que comme mouvement, livre 2 du Capital. Alors, ce qu'on apprend aussi ici, et ça me permettra de passer à ma deuxième partie, c'est comment le capital se valorise. Il se valorise en sortant de la circulation stricte, au sens strict, et en rencontrant la production, en sortant des deux stades de la circulation, argent et marchandise,
et en allant à la rencontre du travail. Voilà. Le capital se valorise au contact de ce qu'il n'est pas, le travail. Donc, à partir donc, de la fameuse plus-value ou survaleur, Merfert, j'utiliserai indifféremment les deux traductions, notion fondamentale qui permet de comprendre la production capitaliste, et notion que Marx développe pour la première fois dans les Grundrisse, pour la première fois. Parce qu'en 1849, par exemple, dans Travail salarié et capital, il n'est pas question de surtravail comme allongeant la journée de travail. Voilà. Alors, cette notion, elle apparaît dans l'analyse de l'échange, dans l'achat-vente de la force de travail, qui donne la solution au problème de la plus-value, par l'exploitation, solution inaperçue jusqu'à présent. L'économie classique avait bien vu que le profit ne se fait pas dans l'échange. Les Grundrisse citent à ce propos un texte de Ramsay de 1836. Le profit ne se fait pas par l'échange. S'il n'avait pas existé avant cette transaction, il ne pourrait pas non plus exister après. Cité en 276. Autrement dit, si le vendeur trompe l'acheteur, le vendeur sera à nouveau trompé quand il revendra, quand il achètera plutôt, pardon. Donc, la survaleur, elle ne peut pas naître de la circulation simple. Ce sont toujours des valeurs équivalentes qui sont effectivement échangées. Voilà. Donc, ce qui veut dire que la survaleur ou la plus-value, elle naît donc de la production. Le capitaliste a payé une demi-journée de travail, et il reçoit en échange une journée entière objectivée dans le produit. Voilà. Grundrisse 285. Ça repose bien sur un échange, car ce qui est échangé, la force de travail, donc, a la propriété de produire de la valeur. Elle en produit plus qu'elle n'en vaut. Elle n'en produit plus qu'elle n'en vaut. Ce qu'elle vaut, elle vaut ce qu'il lui faut pour la reproduire, vivre jusqu'au prochain salaire. Le capitaliste a acheté la force de travail à sa valeur d'échange, mais il en fait usage et il utilise la propriété spécifique de la force de travail qui est d'être créatrice de valeur. La possibilité même de cette plus-value suppose que l'extraction de la plus-value soit présentée comme un échange équitable lorsque le capitaliste achète la force de travail à l'ouvrier qui la lui vend. Et ça, non pas seulement pour des raisons psychologiques importantes et aussi aperçues par Marx, mais pour des raisons strictement économiques. C'est-à-dire que la valeur de la force de travail est définie, comme pour une machine, en fonction de la quantité de travail investie dans son existence. La force de travail est comme une machine, achetée en tant que produit, dit Marx, représentant un certain quantum de travail objectivé, Grundrisse 633. Mais le capitaliste en fait usage comme d'une cause qui a cette propriété spécifique de produire de la valeur. Le travailleur, je cite, se vend comme effet, mais c'est comme cause, comme activité, qu'il est absorbé dans le capital et incarné en lui. Ainsi, l'échange se retourne en son contraire, je cite toujours, et les lois de la propriété privée, liberté, égalité, propriété de son travail et liberté d'en disposer, se retournent en absence de propriété pour le travailleur et en aliénation, ici aux deux sens, en aliénation de son travail, sens commercial et sens idéologique, et en un rapport à ce travail comme à une propriété d'autrui et vice-versa, Grundrisse 634. Un autre passage essentiel serait ces pages 633-634 sur l'analyse critique de l'échange, comment des quantités équivalentes échangées, comment des valeurs équivalentes échangées peuvent-elles produire une survaleur. Voilà. Ce qui veut dire, Grundrisse 258, que lorsque le travailleur vend sa force de travail, il ne va jamais vraiment s'enrichir. Il se vend pour être exploité, pour être tanné, comme dira le Capital au chapitre 4 du livre 1. Il reproduit donc la séparation du travail et du capital, en l'occurrence et initialement, séparation de sa force de travail et des moyens de production. Séparation qui avait conduit le travailleur à devoir se vendre au capitaliste. L'extraction de la plus-value reproduit ce sur quoi elle repose, sur la séparation du travailleur et des moyens de production, séparation de la source de la valeur d'une part et de la mise en valeur de l'autre, mise en valeur qui requiert l'investissement de la force de travail dans le procès de production. C'est cette séparation qui définit la pauvreté, par exemple, en 562. Pauvreté, qu'il s'agisse du point de départ, on peut penser à l'accumulation primitive, ou du point d'arrivée, le salaire. Et cela nous apprend que le capitalisme repose donc fondamentalement sur la pauvreté du travailleur qu'il ne peut que perpétuer. D'où le deuxième texte,
texte que Enrique Dussel cite en entier. Alors, Enrique Dussel cite en entier ce texte qu'il trouve merveilleux. Dussel, vous savez, c'est le représentant mondial de la philosophie de la libération, et il est particulièrement attentif à ce statut fondamental de la pauvreté, tout à la fois parce que l'Amérique latine a une masse invraisemblable d'extrêmement pauvres issus de la colonisation, et parce que la philosophie de la libération est issue de la théologie de la libération, et que donc là, le pauvre est présenté comme source de la richesse. Alors, dans le deuxième texte, qui est un peu technique, mais qui synthétise pas mal de choses, Marx commence par rappeler la séparation du travail et du capital comme présupposé essentiel du capitalisme. La séparation de la propriété et du travail apparaît comme loi nécessaire de cet échange entre travail et capital. Puis, il analyse ce travail séparé du capital en deux aspects, objectif et subjectif, pour montrer, enfin, à la fin du texte, que la pauvreté absolue du travailleur, elle est nécessairement présupposée par le capital comme possibilité universelle de sa richesse, et que ça, c'est une nécessité qui se démontre dans l'échange répété, ou dans la répétition de l'échange, de la force de travail contre le salaire. Le premier moment de l'analyse parle du travail comme non capital, travail non objectivé, dit Marx. Quand le travail n'est pas du travail, qu'est-ce que c'est ? C'est, il le dit un peu plus loin, le corps du travailleur, le sans-travail comme objet. Donc il s'agit ici de la non-objectivité du travail, donc de la forme objective d'un non-objectif en tant qu'il se rapporte à autre chose. Il s'agit de l'existence du travailleur sans travail. Alors, cette expression que j'emploie de sans travail, elle peut nous faire penser aux chômeurs. Mais je crois qu'elle désigne là d'abord, de façon plus générale, celui qui existe indépendamment de ses conditions d'existence. Et cette formule elle-même, exister indépendamment de ses conditions d'existence, elle est contradictoire. Celui qui existe indépendamment de ses conditions d'existence, qui existe à la limite de l'inexistence, c'est quoi ? C'est un corps, mais un corps auquel il ne reste que la peau et les os, un corps qui a faim. Ce n'est pas une existence naturelle. Voilà. Celui qui existe indépendamment de ses conditions d'existence, c'est quelqu'un qu'on a privé de ses moyens d'exister. Voilà. Et cette privation, elle fait référence à la violence de la soi-disant accumulation primitive. Soi-disant accumulation primitive, parce qu'elle est en fait violence. Toute la question est de savoir si cette violence, elle est seulement primitive. Dans les Grundrisse, Marx répond oui. En 725, il dit, dans le capitalisme, l'échange a remplacé la violence. Je cite, les rapes d'êtres humains, l'esclavage, le commerce des esclaves et leur travail forcé, tout cela est directement posé par la violence. Tandis que, dans le cas du capital, tout cela est obtenu par la médiation de l'échange. Quelque chose d'analogue en 287. Alors, sans évoquer l'accumulation par dépossession d'Harvey, on peut simplement insister ici sur ce qui persiste dans cette substitution de l'échange à la violence. C'est le résultat, c'est l'existence, à la limite de l'inexistence, pour l'énorme masse des travailleurs. Côté subjectif, suite du texte, qui paraît plus positif, deuxième moment de l'analyse du travail sans le capital. Ce moment considère le travail non comme objet, mais comme activité. Alors le travail devient la source vivante de la valeur, la possibilité universelle de la richesse. On reconnaît ici la force de travail qui sera achetée par le capitaliste. La forme particulière de la présentation du travailleur libre, elle permet ici de souligner que la force de travail, elle appartient en propre au travailleur. Elle est même ce qui lui est le plus propre en tant qu'expression, on peut dire que c'est tout ce qui lui reste, en tant qu'expression du complet dépouillement physique, renforçant la nécessité de la mise en œuvre de cette force de travail. Du coup, le langage logique du texte, qui compose l'aspect subjectif et objectif, tout d'abord, du travail,
et ensuite qui met le travail face au capital, si je peux, on vous a dit tout à l'heure que j'étais spécialiste de Rousseau, Kant et Fichte, on a presque une synthèse quintuple fichtéenne, hein, qui décompose A et B en A du point de vue A et B du point de vue de A et B du point de vue de B, pour ensuite faire leur synthèse. Là, c'est le travail qui est analysé, c'est-à-dire que le travail est décomposé en subjectif et objectif, et puis ensuite le travail comme subjectivité fait face au capital comme objectivité. Mais on peut renvoyer ensuite l'image. Ce langage logique, hein, il est utilisé parce que Marx veut souligner le rapport nécessaire des termes. Hein. D'abord pour la force de travail qui est attachée au dénuement du corps, hein, et ensuite pour l'attachement, hein, pour la nécessité de l'attachement du travailleur pauvre au capital. Hein. Donc du coup, le texte se conclut en soulignant que le travail séparé du capital, c'est-à-dire le travail tel qu'il est présupposé par le capital, et tel qu'il est effectivement requis et produit par le capital pour être mis en œuvre dans et pour lui, hein, ce travail il doit être à la fois pauvreté absolue en tant qu'objet, absolument pauvre en tant qu'il existe dans un complet dépouillement, et, je cite, possibilité universelle de la richesse en tant que sujet et qu'activité. Et ici, pour bien comprendre les choses, il ne faut rien tenir séparément. Ni les deux aspects du travailleur lui-même, ni le travail sans le capital, et vice-versa. Il faut bien comprendre que la pauvreté absolue est possibilité universelle de la richesse, en tant qu'elle est travail séparé du capital, que le capital pose et présuppose comme tel, produit et reproduit historiquement en face de lui pour l'employer. Voilà. La pauvreté, donc, comme condition de l'achat-vente de la force de travail, et condition de fonctionnement du capitalisme. En tant que totalement démuni des moyens d'existence, le travailleur ne pourra qu'aller vendre sa force de travail au capitaliste. Et en vendant sa force de travail au capitaliste, le travailleur assure ainsi nécessairement la reproduction de sa pauvreté, puisque le capitaliste exploitera le travailleur en achetant une marchandise qui produira de la valeur non payée, la valeur d'usage de la force de travail étant supérieure à sa valeur d'échange. Le capitaliste sortira donc enrichi de cet échange, et le travailleur en sortira appauvri parce qu'exploité, hein, maintenu aux limites de l'existence physique par les bas salaires, et donc contraint à nouveau de vendre sa force de travail pour se maintenir aux limites de l'existence physique, comme le dira le chapitre 21 du Capital, livre 1, les conditions de la production sont en même temps les conditions de la reproduction. Le capital est donc ce qui appauvrit, ce que l'on sait depuis la fin de la première partie du manifeste et qu'on va retrouver dans le chapitre 23 du Capital sur l'accumulation primitive. Cette pauvreté, elle s'enracine dans l'acte fondamental de l'achat-vente de la force de travail. On retrouvera ce thème dans les élaborations suivantes de la doctrine économique. Dans le chapitre 6 de 1863, par exemple, le travailleur doit racheter sans cesse une partie de son produit contre son travail vivant. Je cite la page 248 de l'édition de la GEM. Donc l'échange camoufle, dissimule, occulte la dépendance perpétuelle. Camoufle, dissimule, occulte, on est rentré dans la dimension idéologique de l'échange. Je reprends ce partage en deux points. Premier axe, la circulation, présentation socio-économique, dimension idéologique. Deuxième axe, l'échange, présentation socio-économique, dimension idéologique. Dernier moment donc de cette deuxième partie. Il n'y en a pas une troisième, il y a une conclusion après. Marx poursuit la citation précédente du chapitre 6, donc, en complétant, le travailleur doit racheter sans cesse une partie de son propre produit contre son travail vivant, avec quoi s'évanouit l'apparence du simple rapport de propriétaire de marchandises. Travailleur d'un côté, capitaliste de l'autre. Une des conditions de la vente de la force de travail est en effet ce simple rapport de propriétaire de marchandises. Il ne faut pas seulement qu'elle soit nécessitée, cette vente de la force de travail, par la survie du corps du travailleur. Fait aussi partie des conditions de la reproduction de l'échange fondamental, de l'achat-vente de la force de travail, un processus de subjectivation qui est ici à la racine même de la possibilité d'un échange qui présuppose un rapport entre égaux.
travailleurs et capitalistes doivent être libres pour conclure un véritable contrat, hein, comme le disent les Grundrisse en 210, le système de l'argent est en fait le système de l'égalité et de la liberté, ce qu'on retrouvera à la fin du chapitre 4 du livre 1 du Capital. Donc là, on est au cœur de l'idéologie au sens marxiste et de la critique marxiste de l'idéologie. Il s'agit de dissimuler le caractère inéluctable de la vente de la force de travail, puisque l'exploitation va condamner l'ouvrier à rester dans la plus grande pauvreté. Le travailleur qui va se représenter son rapport à ses conditions d'existence comme un acte libre, hein, est en fait absolument contraint, hein, par la pauvreté de retourner se vendre. Pour le travailleur, liberté rime avec pauvreté. Hein. La notion de travailleur, écrit Marx, la notion de travailleur libre, pardon, implique déjà qu'il est un pauvre. Grundrisse, 562. C'est autour de cette liberté, hein, que va se jouer la critique idéologique de l'échange. C'est très intéressant de noter ici que l'analyse faite par Marx de la pauvreté du travailleur libre, hein, ou du travailleur libre comme pauvre, hein, elle recouvre exactement, c'est pour ça que je vous ai donné ce texte comme un des supports, elle recouvre exactement les catégories du droit naturel moderne, hein, définissant les droits de la personne en distinguant d'une part la propriété de ma vie et de mes membres, je reprends des expressions hobbésiennes, mon corps donc, et d'autre part la direction de mes actions, c'est-à-dire ma liberté. Ici, ce sont les deux éléments dans lesquels se trouve analysée la pauvreté absolue du travailleur, dénuement du corps et capacité de le mettre en œuvre. Alors, poursuivons. Si le travailleur vend sa force de travail, ce n'est pas seulement sous la pression de la nécessité extérieure. Le contrat suppose que le travailleur s'engage librement et volontairement. Il y a en fait un double présupposé factuel qui se trouve réalisé dans la même époque historique. Il faut que le travailleur ait perdu tout moyen d'existence propre. Pas de propriété commune à cultiver, pas de possibilité d'ascension sociale en allant de la campagne à la ville, comme le cerf fugitif de l'idéologie allemande, hein, qui va s'engager dans les corporations et développer l'artisanat urbain. Premier présupposé factuel. Deuxième présupposé factuel, il faut aussi que le travailleur s'engage librement et que soit donc rompu tout lien de dépendance personnelle, hein, qu'il n'existe plus les liens personnels des modes de production antérieurs. C'est ce que veut dire Marx quand il dit que le capitalisme présuppose la fin de la féodalité. Hein, 424, 425, 458. Cette rupture des liens personnels, elle est requise parce que, contrairement à l'esclave qui a une valeur d'échange, hein, par exemple 252, 256, l'ouvrier moderne, lui, personne libre, il n'est pas vendu, mais il vend une partie de lui-même, sa force de travail. Et ça, il ne peut le faire, se vendre une partie de lui-même, qu'à condition qu'il ne soit pas lui-même à vendre. Voilà. Donc, la personne de l'ouvrier moderne n'a pas de prix. Voilà. Pas de prix, mais une dignité, pourrait-on dire en reprenant la distinction kantienne des fondements de la métaphysique des mœurs, deuxième section. Toutefois, cette dignité, valeur absolue, hein, cette dignité qui élève infiniment la personne au-dessus de la sphère du marché, hein, elle est immédiatement ce qui va rentrer en jeu pour vendre une partie de cette personne. Donc on a là vraiment la parfaite inversion idéologique, hein, l'inversion de la camera obscura. Précisément ici, quand on reprend l'ordre d'exposition de Marx, là, dans le texte sur l'analyse que les Grundrisse présentent du travailleur libre comme pauvre, hein, Marx commence par le corps. C'est-à-dire qu'ici, ce n'est pas la liberté qui aliène le corps, comme dans les controverses sur l'inaliénable chez les jurisconsultes, c'est la liberté qui s'aliène elle-même. On est vraiment dans une inversion parfaite et totale. Le rapport personne-propriété a d'ailleurs été critiqué en ces termes, sans bien sûr rien des analyses économiques de l'exploitation capitaliste, mais le rapport personne-propriété a déjà été critiqué en ces termes par Moses Hess dans son texte de 1845 sur l'essence de l'argent, hein, à propos, je cite, de ce qu'il fait dire aux législateurs, enfin, de ce qu'il
écrit que les législateurs libéraux ont dit aux pauvres gens, citation, « Vous êtes libres par nature, et votre liberté naturelle, votre personnalité nue, je souligne, doit rester votre propriété intouchable et inaliénable. Mais chacun de vous doit se battre pour gagner ce qui relève de sa vie en société. Vous devez donc utiliser votre liberté naturelle à gagner vos moyens d'existence. Et vous ne les gagnerez qu'en aliénant votre liberté naturelle. Aliénez-la volontairement. » Voilà. C'est le paragraphe 11 du petit texte de Hess sur l'essence de l'argent. Bon, les Grundrisse reprennent cette figure, hein, mais à partir d'une analyse économique, hein, c'est-à-dire à partir d'un acte, compris l'achat-vente de la force de travail, compris comme essentiel pour la structure capitaliste comme telle. Voilà. Ici, la dimension de la critique idéologique, elle n'est plus séparée de l'analyse socio-économique. Et c'est pour cela que les Grundrisse peuvent être emblématiques de la philosophie de Marx, du coup, une philosophie sans guillemets, une philosophie qui ne se borne pas à désigner les notions philosophiques antérieures, comme celle de l'aliénation par exemple, hein, mais qui éclaire l'économique et l'idéologique l'un par l'autre. Donc, j'avance vers ma conclusion et je parais être assez loin, hein, de cette émancipation individuelle annoncée dans l'introduction, d'autant plus loin qu'en fait, maintenant, hein, qu'on a quitté le plan, disons, de la philosophie antérieure, si je puis dire, il ne suffit pas d'être très loin pour dépasser cet éloignement par une simple contradiction formelle, hein, qui serait ici une contradiction, par exemple, dans l'essence humaine, des hommes vivent de façon inhumaine, ça ne peut pas durer, hein, un petit peu ce que dit le chapitre 4 de la Sainte Famille, par exemple, en parlant de l'existence inhumaine du prolétariat. Dans les Grundrisse, Marx va envisager le renversement de la société capitaliste. Mais il va l'envisager à partir des contradictions propres au procès de production capitaliste. Par exemple, ce procès dans lequel le machinisme finit par supplanter l'activité de l'ouvrier, hein, et on vient par là, de façon contradictoire, à supprimer la source de la plus-value, qui n'est pas, comme vous le savez tous, la machine, mais la force de travail, l'exploitation de la force de travail. Autrement dit, ce n'est pas une contradiction d'essence ce n'est pas l'existence inhumaine d'individus humains qui va faire bouger les choses. C'est une contradiction interne au capital lui-même, comme le dit Marx, page 662. Donc s'il y avait, je disais tout à l'heure qu'il y aurait peut-être deux autres foyers, axes, hein, je parlais des pages 633-34 autour de l'analyse de l'échange qui est spécifique, la terminologie est spécifique, elle est plus ramassée, plus parlante peut-être, plus manifestement contradictoire qu'elle ne l'est dans le chapitre qui est consacré à l'achat-vente de la force de travail dans le capital, donc ce serait 633-34, et ces derniers points dont je vous parle en ce moment, autour des pages 661-62. Ce qui va faire bouger les choses, donc, c'est une contradiction interne au capital lui-même, hein, à la structure de la production. Tout en rendant superflue une main-d'œuvre automatisée, hein, la grande industrie va avoir besoin d'une main-d'œuvre plus qualifiée, régulant le processus de production. Elle va devoir alors développer, hein, Marx parle d'un besoin de vie ou de mort pour la grande industrie elle-même, hein, en renversant les termes. Ce qui était un besoin de vie ou de mort pour le travailleur, hein, devient un besoin de vie ou de mort pour la grande industrie. Hein. Un autre travail, hein, besoin du procès machinique lui-même, si je puis dire. Cet autre travail, il ressemble un petit peu à cette figure du mécanologue là, qu'avait popularisé Simondon, dans ses textes plutôt sur la technique que sur l'individualité, hein, puisque là je parle de l'individualité, en fait je pense au texte sur la technique. Hein. C'est la figure de l'homme, je cite la page 661, hein, ce n'est plus tant le travail qui apparaît inclus dans le procès de production,
mais l'homme plutôt qui se comporte en surveillant et en régulateur du procès de production lui-même. Tu t'éloignes un peu du micro, c'est le problème. Décidément, j'arriverai jamais. Je ne comprends pas du tout comment il faut que je me mette. Ce n'est plus, donc page 661, l'homme apparaît, est appelé à devenir, de par la nécessité interne des modifications du procès de production, et de par l'exigence de retrouver une main-d'œuvre exploitable dans ce procès de production, il va falloir revaloriser le travail humain. L'homme est appelé à se comporter en surveillant et en régulateur du procès de production lui-même. On va retrouver des choses analogues, page 548-549 du Capital, dans la traduction de Jean-Pierre Lefebvre, vers la fin du chapitre 13. Alors, que se passe-t-il ici? Si le travail change, et si c'est la machine qui va travailler plus longtemps, au départ, la machine, elle permet de faire travailler plus longtemps l'ouvrier, et puis maintenant, l'ouvrier est absorbé par la machine à tel point qu'il peut ne plus faire partie du procès machinique lui-même, mais se situer entre les machines, comme ce mécanologue de Simondon. Cela veut dire que le travail va pouvoir être associé effectivement à la richesse, dégager du temps libre. Dégager du temps libre. Autrement dit, l'exploitation du travail qui, maintenue, provoquerait des crises de surproduction, cessant, dégagerait du temps libre et réaliserait un travail réellement producteur de la première des richesses, qui est mesurée, elle aussi, en termes de temps, dans ces pages 661-662. Voilà. On a donc ici, dans le fait que lorsque les Grundrisse envisagent le dépassement de l'exploitation individuelle, le dépassement de l'exploitation capitaliste et l'émancipation individuelle, à partir des transformations du procès de production lui-même dans le machinisme et la grande industrie, on a ici une sorte de synthèse des formes d'émancipation antérieurement aperçues. Je pense évidemment à l'idéologie allemande au début, page 32 de l'édition 276, à cet homme idéal, je ne sais pas, à chaque fois que je dis ça, je me demande moi-même si j'aimerais bien ça, mais je ne suis pas sûr, qui serait donc chasseur le matin, berger l'après-midi et philosophe le soir. Bon. Mais, je ne sais pas si vous voulez faire ça, mais bon, c'est l'idéal, on est d'accord. Cet homme idéal, disons, cette existence idéale, elle est ici pensée à partir de l'utilisation du temps libre permis par une machinerie qui ne serait plus subordonnée aux impératifs de profit. Voilà. Donc on a une sorte de synthèse entre le dessin conceptuel de l'émancipation individuelle qu'on a aperçu dès l'idéologie allemande et l'analyse socio-économique du procès de production. Je conclus vraiment pour dire que donc, ça encore, ça nous montre les Grundrisse comme un point de rencontre de l'œuvre, de la totalité de l'œuvre marxienne, entre l'idéologie allemande et le capital. Voilà. Ce que le capital va ajouter, par exemple, au passage qu'on vient de citer, ce que le capital va ajouter, c'est la dimension disons, historique de la conquête politique, de la conquête du pouvoir politique par la classe ouvrière. Je lis les pages 548-549, avec cette idée que, suite à la conquête, grâce à l'inéluctable conquête du pouvoir politique par la classe ouvrière, développement de l'enseignement technologique, théorique et pratique, donc revalorisation du travail, et à partir de là, dégagement de ce temps libre et de cette richesse, qui permettrait à la classe ouvrière de s'élever au rang de ces mécanologues, producteurs d'épanouissement individuel. Voilà, je vous remercie. La question de la confiscation des matières premières, donc, et de la colonisation comme n'étant pas seulement une forme d'extension via marché mondial du capitalisme,
il me semble qu'elle peut se lire de deux manières. C'est-à-dire que quand on extrait les matières premières, on les extrait déjà par un processus de production à part entière, primo. Et deuxième point, il y a donc fort heureusement cette notion d'accumulation par dépossession qui est développée par Harvey dans le nouvel impérialisme, hein, qui permet aussi de surdéterminer cette analyse de l'extraction de la plus-value de la richesse à partir des matières premières et pas seulement de la survaleur. Donc il y a à la fois, je pense, de la survaleur et cette forme d'extraction de la plus-value dans l'accumulation, entre guillemets, non capitaliste, mais par dépossession, hein, l'accumulation capitaliste au sens propre étant, dans toute sa rigueur, réservée au processus de travail. Les contradictions dans l'essence, c'est pas compliqué. Les contradictions, disons, je veux dire, qui relèvent de l'ordre de la logique philosophique, hein, c'est page 47-48 de la Sainte Famille aux éditions sociales. Bon, ben, c'est l'existence inhumaine du prolétariat. Comment l'essence et l'apparence peuvent-elles être aussi opposées, voilà, hein. Et donc ça, c'est pas possible. Bon, cette masse d'individus humains ne peut plus exister de façon inhumaine. Bon, ce que je voulais dire simplement par là, c'est que ce qui paraissait à l'époque aller de soi comme une fois manifesté la contradiction dans l'essence ou dans le rapport de l'essence à l'apparence, maintenant c'est plus du tout abordé de cette façon-là. C'est abordé donc du côté, hein, de l'analyse de la société capitaliste comme telle. Alors, les contradictions dans le procès de travail, moi je les vois assez simplement. Bon, bien sûr, on pense à deux choses. Donc on pense aux limites de l'exploitation, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas compresser indéfiniment le travail nécessaire pour reproduire la force de travail. On ne peut pas compresser indéfiniment le travail nécessaire pour augmenter le travail, le surtravail donnant naissance à la survaleur, hein. Maintenant, le capital a des tas de réponses à ça, hein, c'est-à-dire que bon, il étend, enfin il s'étend, hein, c'est la spatialisation par exemple du capital ou le marché mondial. Bon. Pour dépasser cette limite-là. L'autre limite, c'est effectivement la surproduction, la crise classique de surproduction. Ici, plutôt que ces modèles d'extension ou de crise, je pense qu'il est question de quelque chose qui peut avoir affaire à la loi de la baisse tendancielle du taux de profit dans le rapport homme-machine, dans la production de la valeur. Je manipule pas aisément la loi de la baisse tendancielle du taux de profit parce que lorsque Marx l'expose, déjà, il suffit pas de la résumer dans sa simplicité pour dire qu'en gros, la machine ne transmet pas de valeur, c'est l'homme qui la transmet, mais que donc, effectivement, plus il y a de machines et moins il y a de valeur. Une fois qu'on a compris vaguement ça, Marx ne cesse de montrer comment ça ne s'applique pas. Si vous voulez. Donc, comme disait effectivement un professeur de Cagnes, ancien élève d'Althusser, il disait la loi de la baisse tendancielle du taux de profit, ce qu'elle démontre, c'est la perpétuation du capitalisme, dans des conditions de plus en plus difficiles. Donc, mais même si on a ça en arrière-plan, il y a cette idée simple qui, je crois, autour de laquelle tourne, je crois, Marx dans les pages 661 662, comme même sans avoir un traitement aussi développé du machinisme et de la grande industrie tel qu'on le retrouvera dans le chapitre 13 du Capital, du livre 1. Mais enfin, il y a cette idée-là que plus il y a de machines et moins il y a d'hommes, en gros. Plus il y a de machines et moins il y a d'hommes. Or, la machine, elle reporte intégralement son prix sur le produit. On n'en profite pas. C'est-à-dire que la machine, elle permet de produire plus, de gagner des marchés, de jouer sur la conjoncture, mais elle ne permet pas, c'est pas la source du profit. Voilà. Alors, plus il y a de machines et moins il y a d'hommes, sauf que, effectivement, donc je vais glisser vers la dernière question. Excusez cette imperfection de mes réponses, mais comme je vous le disais, si j'ai travaillé un peu ce texte comme charnière dans l'œuvre, je ne suis pas à même de vous donner des réponses encyclopédiques et précises sur la totalité de l'œuvre, hein.
Du coup, j'en ai perdu carrément la fin de ma phrase. J'en arrivais à la question suivante. Oui, donc la contradiction simple, elle devient dans un procès de production qui produit de plus en plus avec de moins en moins de travailleurs. Voilà. Donc, et ce procès de production lui-même, lorsqu'il fait ça, il génère l'élément qui figure la forme de travail susceptible de perdurer au machinisme de la grande industrie, qui est ce mécanologue régulateur, hein, du procès régulateur des machines. L'homme entre les machines n'est pas comme partie de la machine ou partie du grand processus machinique, hein, unitaire, hein, que décrit le chapitre 13 du livre 1 du Capital. Alors donc, du coup, le temps libre, où est-il ? Le temps libre, en fait, il est l'inverse du surtravail. C'est-à-dire, mais pour qu'il soit l'inverse du surtravail, il y a la médiation, hein, qui n'est pas claire ici, parce que, comme dit Dussel, elle est constamment cette communauté d'hommes libres qui déciderait de ce qu'elle produit, de sa quantité et de sa valeur. Elle est peut-être l'horizon utopique des Grundrisse, l'horizon constant, mais elle n'est peut-être pas elle-même, comment dire, son avènement n'est pas pensé comme tel pour lui-même, hein. Donc on peut être amené à la présupposer. Alors, dans le Capital, elle n'est pas présupposée, elle est explicite. Marx fait explicitement appel à donc, ce que je vous ai lu, cette inéluctable conquête du pouvoir politique par la classe ouvrière. Bon, il faut supposer, pour qu'il y ait temps libre, hein, qu'on ait substitué à la surproduction une réduction de la journée de travail. Donc il faut supposer la conquête du pouvoir politique par la classe ouvrière. Voilà. À partir de là, il y a temps libre. Voilà. C'est-à-dire que le mécanologue, lui, il sera utilisé par le capitaliste pour travailler plus et produire plus, mais dans un procès de production qui produira de plus en plus. Voilà. Le temps libre est une richesse, parce qu'il est une richesse socialement redistribuée, une fois supposée la conquête du pouvoir politique par la classe ouvrière. Voilà. Et c'est une richesse parce qu'au lieu de la pauvreté qui retenait les possibilités de développement individuel, maintenant elles sont ouvertes par le bénéfice de la production de masse, la répartition du produit social et la consommation individuelle des produits sous différentes formes. Voilà. L'économie politique classique a ce tort de dire à la fois trois choses plus une autre. Trois choses, on n'échange que des marchandises égales entre elles. D'autre part, le capital, c'est du travail accumulé, mis en tas. Et d'autre part, l'ouvrier vend son travail. Donc on a ensuite fait remarquer que tout ça n'est pas très cohérent et que bien évidemment, ce qui se passe, c'est que l'ouvrier, dit Marx, et il le répète 500 fois dans le Capital, œuvre, je vous le rappelle, dont le livre 1 paraît en 1867. C'est le seul livre qui paraît du vivant de Marx. Engels ensuite arrangera les livres 2 et 3 après la mort de Marx. L'homme aux écules, possesseur d'argent, a la chance extraordinaire de trouver sur le marché des marchandises qui ne sont pas comme les pommes ou les marteaux, machine très élémentaire pour le marteau. La pomme, je la croque, elle n'existe plus. Le marteau, il s'use. Il a la chance de trouver une marchandise toute très particulière, la force de travail humaine, qui, quand on la met au travail, crée de la valeur au-delà de ce qui est nécessaire à sa propre reconstitution, restauration, reproduction. Autrement dit, l'ouvrier mérite, entre guillemets, son salaire en travaillant les 3 premières heures de la journée. On ne le renvoie pas à la maison, il continue à travailler 6 heures, et c'est du travail gratuit. Donc c'est ça qui a été dit pour ceux qui auraient été perdus dans ce qu'a dit Luc Vincenti très précisément. La machine ne produit pas de travail gratuit. Donc plus il y a de machines, moins on a l'occasion d'avoir à consommer cette marchandise sublime, particulière, miraculeuse, qui, quand je la consomme, à la différence de la pomme, ne se détruit pas et ne me donne pas seulement des forces, mais produit, 2e et 3e édition, de la valeur d'échange au-delà de ce qui est nécessaire à sa propre reconstitution, au-delà de ce qu'on va donner à l'ouvrier en salaire. D'autre part, moins long, et je vous redonne la parole, l'accaparement des matières premières, le pillage des matières premières, c'est au centre d'un livre génialissime que j'avais déjà cité une autre année, mais vous n'étiez pas là, la plupart d'entre vous,
sauf les piliers du séminaire. Eduardo Galeano, livre célébrissime en Amérique latine et dans le monde entier, Les veines ouvertes de l'Amérique latine. Le sous-titre « Histoire du pillage d'un continent ». C'est un livre qui a une histoire quasiment légendaire, qui est interdit sous toutes les dictatures, notamment pendant l'époque pinochetiste et en Argentine même, puisque Galeano est argentin. Cuba, c'était une forêt tropicale une île dans laquelle on se promenait dans une forêt tropicale du nord au sud au XVIIIe siècle. Ça a été dévasté. Le nord-est brésilien, c'est pas la nature, c'est le fait qu'on a tellement fait pousser de café au point qu'on faisait importer avec les tapis persans, les tomates et les petites carottes d'Europe, histoire de faire crever le sol à force d'essayer de lui faire produire le café qui était une sorte d'or dans son style. Et puis le livre parle de cycle du café, de cycle de l'or, de cycle de tas de métaux. Les collines de Potosi qui sont rabotées, qui perdent des dizaines de mètres tellement on fouille la nature, et des villes de 600 000 habitants qui deviennent ensuite des plateaux désertiques dans l'altiplano. Bref, on est fasciné de voir comment la nature, qu'on croit pas généreuse, l'était en fait énormément, mais a été totalement dévastée par cet acharnement capitalistique à accaparer les matières premières. Toutes les routes du Brésil sont construites de telle façon que ça va vers l'Atlantique, histoire de pouvoir avoir des ports qui permettent l'exportation vers l'Europe, etc., etc. C'était mon deuxième petit laïus un peu long pour vous conseiller à toute force de lire un de ces livres qu'il faut avoir lu avant de mourir. Est-ce qu'il y a d'autres questions à poser à Luc Vincenti, qui de toute façon va ajouter des choses tout de suite? Tu veux tout de suite ou après les questions? Vas-y. Oui, sur ce temps libre, en fait, on est vraiment autour des pages 661, 662. Marc dit donc, on ne réduit pas le temps de travail nécessaire pour poser du surtravail, mais on réduit le travail nécessaire de la société jusqu'à un minimum, à quoi correspond la formation artistique, scientifique, etc. des individus grâce au temps libéré et aux moyens créés pour eux tous. Et un peu plus loin, il cite un autre ouvrage, il dit, bon, une nation, et c'est peut-être à cette phrase que vous faisiez référence, une nation est véritablement riche si au lieu de 12 heures on en travaille 6, la richesse n'est pas le commandement exercé sur du temps de surtravail, entre parenthèses richesse réelle, mais le temps exercé mais le temps disponible, en plus du temps nécessité dans la production immédiate pour chaque individu et la société tout entière. Voilà, je pense que c'est autour de ça que... Là, on est vraiment au cœur des pages 661, 662, sachant que c'est cette nouvelle forme du travail qui devrait permettre de travailler moins tout en produisant autant, si je peux dire. Moi, à mon sens, mais c'est une remarque que je fais de temps en temps, et puis ça n'a l'air d'intéresser personne, j'ai essayé de la refaire là, mais c'est qu'il me semble que l'aliénation telle qu'elle n'arrive pas à se départir d'un fond, alors je peux dire psychologique, c'est peut-être mal choisi, mais disons, qui se réfère à la conscience de soi des jeunes hegéliens, quoi. Donc l'aliénation, c'est Bruno Bauer, c'est Feuerbach. Bruno Bauer dit si tout le monde récupérait la conscience de soi, ça serait génial, ça serait réglé, quoi. Tout serait réglé si on avait une conscience de soi non aliénée. Et je pense qu'il n'est plus du tout question de ça, même si on retrouve le terme d'aliénation dans le sens d'une critique idéologique. C'est pour ça que moi je pense que la notion de réification est beaucoup plus opératoire pour qu'on retrouve le pan idéologique lié à une analyse économique d'une société, si vous voulez. C'est comment dire, je dirais plus volontiers une société réifiée qu'une société aliénée. Voilà. Ceci dit, maintenant, quand je dis ça, personne n'accroche. Donc,